Aujourd'hui, cette retraitée de 67 ans semble en pleine santé et vaque à ses occupations sans aucun problème. Pourtant, il y a encore 2 ans à peine, son état s'était dégradé au point qu'elle était incapable de se déplacer. Elle passait ses journées sur son canapé. Vous voyez, je restais comme ça, voilà. Pendant je pouvais des heures comme ça, sans rien. Même pas lever le bras. C'était trop dur de lever le bras. Trop fatigant de bouger. J'étais bien que quand je bougeais rien du tout. Et la tête vide. Alors, ça pour monter les escaliers, là c'était très compliqué. Maintenant je me lève et je vais vite. Voilà, alors là monter les escaliers, je ne pouvais du reste pas monter toute seule. J'essayais déjà de monter comme ça, là. Et c'était mon mari qui était derrière, qui me prenait sous les bras et qui me montait. Je montais comme ça, voilà. Hein, et là j'avais beaucoup de marches. Ça me semblait énorme. Mais c'était douloureux? C'était douloureux. À me tirer les larmes des yeux, oui. Et puis, le cœur, qui s'emballait parce que je faisais un effort. Et qu'est-ce que vous vous disiez? Je crois que j'aurais ouvert la fenêtre, puis voilà. Hein, et voilà, je n'en pouvais plus. Pendant 10 ans, Liliane Girard multiplie en vain les examens médicaux. Voilà, ce sont tous les éléments de mes dossiers. Un jour, elle tombe sur un ouvrage qui traite des intoxications chroniques aux métaux lourds. Elle fait le lien avec tous les symptômes dont elle souffre. Je feuillette et je me dis, mais ça correspond à ce que j'ai. J'appelle mon mari, je lui dis, oh là, regarde, je crois que ça y est, j'ai une piste. En France, ces intoxications ne sont pas reconnues par les pouvoirs publics. J'avais 24, après je suis passée à 23. Liliane part faire des analyses en Belgique. Et résultat, ces taux de métaux lourds sont très élevés. Le mercure, par exemple, est 25 fois au-dessus des normes. À l'époque, Liliane a 9 amalgames dans la bouche. Alors, quand j'ai reçu les analyses, ce que je pourrais vous dire, j'étais très heureuse de voir que j'étais intoxiquée. Parce que je me dis, là, au moins, ça y est, je sais ce que j'ai, et ce n'est pas dans ma tête. Hein. J'ai bien un problème de santé. Liliane se rend alors chaque mois en Belgique, où elle reçoit un traitement pour éliminer les métaux lourds. Rien n'est pris en charge par la sécurité sociale, et en 3 ans, elle dépense 15 000 €. Mais depuis peu, Liliane est soulagée. Les voyages en Belgique sont terminés. Elle est désormais soignée à l'hôpital d'Orléans. Bonjour mesdames, je cherche le docteur Boutret s'il vous plaît. Je viens pour les chélations. Les chélations, ces traitements de détoxification sont fréquemment pratiqués en Belgique, en Allemagne ou en Hollande, mais en France, l'hôpital d'Orléans fait figure de pionnier. Chaque mois, Liliane reçoit par perfusion une substance qui fixe les métaux lourds et les élimine par les urines. Est-ce que le fait de passer la perf plus lentement diminue vos têtes? Est-ce que vous avez Alors, moi, je préfère. Oui, vous trouvez qu'il y a oui, je préfère. Ah oui. Je préfère augmenter la dilution ou passer plus lentement, quoi. En suivant le cas de Liliane, le docteur Boutret a pris conscience pour la première fois des symptômes causés par une intoxication chronique aux métaux lourds, comme le mercure. Je suivais notre patiente et puis on se cassait les dents, j'essayais de la soulager avec mes petits moyens. Et puis un jour, elle est arrivée à la consultation en me disant « Docteur, je crois que j'ai trouvé ce que j'ai. » Alors là, je suis tombée, je suis restée assise sur ma chaise, j'en revenais pas, on s'était tous cassé les dents pendant des années à essayer de trouver... Et ça a été une grande claque parce que j'ai découvert que les intoxications chroniques aux métaux lourds existaient. Je ne savais même pas que ça pouvait avoir lieu. L'intoxication chronique aux métaux lourds n'est pas enseignée dans les facultés de médecine françaises. Liliane part donc se faire soigner à l'étranger, mais le docteur Boutret n'abandonne pas sa patiente. Donc elle s'est fait suivre longuement en Belgique. Et puis au bout de 7-8 chélations, j'ai vu ma patiente qui commençait comme une petite fleur là, à s'épanouir et comme quand on arrose une fleur quoi. Punaise, c'était miraculeux quoi. Et donc ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait que j'aille me former. Et alors là c'était un autre parcours du combattant. Le docteur Boutret décide d'aller se former aux Pays-Bas.
En mars 2014, l'hôpital d'Orléans peut enfin commencer les chélations. À ce jour, une vingtaine de patients sont suivis dans le service. Noir, peu esthétique, il fait aussi peur à certains. Car dans ce plombage, pas de plomb, mais 4 métaux, dont la moitié de mercure, reconnu très toxique. En durcissant dans la bouche, il est censé ne plus l'être. C'est un mélange de métaux, c'est pas que du mercure. Hein. On serait en sale état sinon depuis le temps. Ce point de vue, cette ancienne dentiste ne le partage pas. Elle a manipulé pendant des années des amalgames. Il y a 6 ans, elle développe un mal mystérieux, la privant de tout geste simple comme s'occuper de son jardin ou de ses animaux. J'avais l'impression d'être battue à coups de batte de baseball en permanence. Et ces douleurs, c'était quand même très étrange parce que ça voyageait sans arrêt. Ça pouvait être 10 secondes, 20 secondes à un endroit, partir complètement à l'opposé des membres. Des symptômes qu'aucun médecin ne comprend, jusqu'à ces analyses faites en Allemagne qui révèlent un taux anormalement élevé de mercure. Au moins 10 fois plus qu'une dose normale. D'où provient ce mercure? Elle pense très vite aux amalgames et change de métier. Donc c'est une gouttière dans laquelle tu vas pouvoir insérer tes dents du haut là ici. Aujourd'hui, elle est orthodontiste et ne pose que des appareils dentaires. Elle ne travaille plus sur ces amalgames qu'elle soupçonne d'avoir libéré des vapeurs de mercure toxiques. Il y a tout un périmètre, toute une sphère comme ça à peu près de cette taille minimum autour du patient, où il y a des micro-gouttelettes de spray et donc de fraisage qui sont, comment dire, en suspension et forcément il y a une inhalation possible. Aujourd'hui, elle va mieux. Cette maladie non reconnue, elle la soigne avec des traitements interdits en France, jugés dangereux. Tous les mois, elle se rend en Belgique. Dans cette banlieue de Bruxelles, un médecin soigne des patients venus de toute l'Europe. Ça va. Donc ça va bien. Beaucoup se disent victimes des amalgames, des dentistes comme des patients. À la queue leu-leu, on leur injecte des produits qui permettraient d'éliminer cet excès de mercure pour ceux qui ne le réguleraient pas naturellement. Si vous fumez 2 paquets par jour, c'est pas nécessairement que vous avez un cancer des poumons. Là aussi, c'est le même principe. Il y a des gens qui peuvent supporter un peu plus que d'autres. Il y a des gens qui sont très sensibles. Et là, vous avez des problèmes. À commencer par des problèmes neurotoxiques, selon cette étude canadienne. Sur ces images, l'activité normale des neurones du cerveau. À l'approche d'une source de mercure, il y a dégénérescence importante des mêmes neurones. Une autre étude canadienne démontre qu'en injectant des amalgames sur des brebis, on retrouve très vite du mercure dans l'hypophyse, le foie, les reins et le fœtus. Le corps médical commence à prendre conscience du problème. Nous retrouvons le docteur Isabelle. Avec son assistante, elle ne pose plus d'amalgames, elle les enlève. Elles reçoivent aujourd'hui un patient qui vient faire retirer 2 amalgames. Pour se protéger des vapeurs de mercure, la dentiste doit suivre un protocole très précis. Voilà, donc là on va commencer à habiller le patient. Donc on met une blouse, une surblouse en fait de protection. Là c'est pour éviter que le monsieur on ramène sur ses vêtements chez lui. On va mettre une charlotte sur le patient, sur la tête du patient, qui va protéger les cheveux, parce qu'on sait que le mercure aime bien aller se déposer sur les cheveux. Le patient avale ensuite une solution avec du charbon qui va absorber une partie du mercure. Voilà, si on ne prend pas de précautions, on peut rendre les gens malades. Donc aujourd'hui, déposer un amalgame sans précaution est presque pire que de le laisser. Enfin, c'est mon ressenti. C'est mon sentiment aujourd'hui. Toujours partant? Alors. Le docteur Isabelle et son assistante s'équipent de masques à charbon. Le retrait des amalgames va pouvoir commencer. Alors, on va enlever les 2 petites prémolaires. Là, il y a 2 amalgames. Le patient est lui aussi équipé d'un masque à charbon pour ne pas respirer de vapeur. Ça va? Ça va. Le docteur Isabelle utilise un fraisage particulier et une paroi de silicone autour de la dent. L'opération dure une dizaine de minutes.
donc là, il n'y a plus du tout d'amalgame. Je redresse. Les amalgames ont été retirés aux patients. Que vont-ils devenir? Les dentistes ont interdiction de mélanger le mercure au reste des déchets. Ils doivent les isoler dans des récipients spécifiques. Normalement hermétiquement. Les objets sont scellés, ils sont récupérés par des sociétés de récupération de déchets. Sur le principe, il est étonnant qu'un produit, par miracle, dès qu'il passe dans des tuyaux d'aspiration d'un cabinet dentaire, se transforme en quelque chose de très dangereux dont il faut absolument se débarrasser et qu'il ne faut surtout pas éliminer dans la nature, sous peine de polluer l'environnement. Alors qu'en bouche, en bouche, il est considéré comme étant tout à fait neutre, inerte et sans aucune problématique. Même si l'utilisation... Voilà, c'est bien un thermomètre médical au mercure. Ils ont été interdits en 98. Et c'est vrai qu'il vaudrait mieux ne pas le garder parce qu'il y a pas mal de mercure là-dedans. Et en cas de casse, ça peut être dangereux. Ah, comment je pense en séparer? Vous avez essayé à la pharmacie? Mais oui, mais ils en veulent pas. Donc là, la meilleure solution, c'est de vous adresser à votre mairie. Plus surprenant, le maquillage peut aussi contenir du mercure. Ah ben voilà, ça c'est du mascara. Oui. Donc dans le mascara, on peut encore mettre du mercure, c'est pas interdit. Et puis dans les crayons pour les yeux, le mercure là sert de conservateur. Ah. Il vaut mieux éviter. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut. Eh bien, on peut prendre son acheter conservateur, ça existe? Oui, dans les produits bio. D'accord. Le mercure peut être également utilisé par les industriels comme fixateur de couleurs. Des colorants, des teintures pour cheveux. Ouais. Donc là, on peut encore trouver du mercure, ça n'est jamais indiqué. Cette fois-ci comme colorant. D'accord, mais il n'y a aucun indicateur? Non, pas d'étiquetage. Produits à lentilles, colliers, cosmétiques, le mercure peut être présent dans de nombreux produits d'hygiène sans que le consommateur en soit informé. D'accord. Qu'en est-il pour le reste de la maison? Alors là, c'est le salon. Alors qu'est-ce que... Certains fabricants de plastique utilisent aussi le mercure pour fixer la couleur rouge. Voilà, vous avez un petit jouet ici, donc rouge. Cette couleur rouge, on peut trouver du mercure, c'est pas interdit. Bon, tant que évidemment on ne mordille pas, il ne va pas s'évaporer ce mercure. Mais c'est pour enfants, donc c'est fait pour mordiller, je pense. Donc c'est quand même dommage d'avoir des toxiques dans les jouets, c'est inadmissible. Le mercure se cache aussi dans le tabac, les piles boutons, les ampoules à économie d'énergie et certains feutres rouges. Aujourd'hui, il a envahi notre quotidien. Mais depuis quand ce métal est-il utilisé? Et d'où vient-il? Le mercure est le seul métal que l'on retrouve sous forme liquide. Il est présent dans la Terre à l'état naturel. Dès qu'il chauffe, il émet des vapeurs très nocives. Les Romains s'en servaient déjà comme pigment. Mais dans les mines de mercure, leurs esclaves mouraient prématurément. Il y a 2000 ans, le philosophe Pline l'Ancien écrivait déjà « Il est reconnu que le mercure est un poison. Il faut prendre garde qu'il ne pénètre pas dans les viscères. » Au Moyen-Âge, les médecins s'en servent comme médicament. À partir du 19e siècle, on commence à l'utiliser dans les plombages dentaires. Les industriels découvrent ensuite les propriétés chimiques du mercure et il entre dans la composition de nombreux objets. Mais en 2007, l'Organisation mondiale de la santé le classe parmi les 10 substances les plus toxiques avec l'arsenic, le plomb et l'amiante. Nous poursuivons notre visite chez Julie, direction la cuisine. Le mercure se retrouve même dans nos assiettes. Il contamine un aliment pourtant réputé sain et conseillé aux enfants, le poisson. Voilà, émietté de thon, là, forcément il y a du mercure, avec une valeur limite à ne pas dépasser. Pour les femmes enceintes et les jeunes enfants, il vaut mieux éviter de consommer des poissons carnassiers, du type du thon, qui peuvent contenir plus de mercure. Comment ce métal toxique arrive-t-il dans les poissons? Les usines, les incinérateurs, les centrales à charbon, l'industrie minière, les déchetteries rejettent du mercure. Comme ce métal est très volatile, il se disperse dans l'atmosphère
et se dépose dans les océans. Et ensuite, que devient ce mercure? Pour le savoir, nous partons à Arcachon. Le professeur Bourdineau est toxicologue. Il travaille sur la présence de mercure dans l'alimentation. Le mercure se retrouve-t-il dans tous les poissons? Faut-il éviter certaines espèces? Nous lui présentons les poissons marins les plus consommés en France. La sardine, le saumon, le maquereau, le merlu, le bar et ses filets, et puis du mulet. Tous ces poissons contiennent du mercure. Les sardines sont, vous le voyez, des petits poissons. Elles sont peu contaminées en mercure, mais elles en contiennent toujours. Les plus chargées en mercure, ce sont les espèces d'espadons et de thon. Pourquoi? Parce que ce sont des prédateurs dans la chaîne alimentaire aquatique et marine. En fait, le mercure déversé dans l'océan contamine d'abord le plancton. Ce plancton est ensuite mangé par les petits poissons, qui sont eux-mêmes mangés par les gros. Les prédateurs en bout de chaîne alimentaire sont donc les plus contaminés. Ce qu'il faut, c'est privilégier la variété des espèces de poissons consommés. Bien entendu, en ce qui concerne le thon et l'espadon, il faut en consommer très peu. Parce que là, il y en a bien pour 400 grammes. Si je mangeais cette quantité-là d'espadon, il faudrait que pendant quasiment 2 mois, je ne mange plus de poisson. Pourquoi une telle prudence? En 2013, le professeur Bourdineau a réalisé une expérience sur 3 groupes de 12 souris. Pendant 2 mois, chaque jour, il a ajouté à leur alimentation une quantité très faible de poissons achetés dans des grandes surfaces. Un mélange de cabillaud, thon, espadon et saumon. En 2 mois, les effets constatés sur les souris sont très inquiétants. Même en consommant des quantités minimes de poissons, les souris sont atteintes de troubles de l'humeur, d'anxiété, de tremblements, de problèmes de mémoire, de comportements parkinsoniens et d'une baisse du nombre de neurones. Le poisson que nous mangeons est-il sans danger? Nous avons voulu savoir quel était le niveau de contamination du thon et de l'espadon en menant nos propres analyses. Nous avons acheté 9 échantillons frais et surgelés dans des poissonneries et des grandes surfaces. Nous les avons fait analyser en laboratoire. Et les chiffres sont inattendus. Tous les échantillons contiennent du mercure dans des quantités importantes. Et 22% dépassent même les seuils autorisés. Dans cette banlieue de Bruxelles, un médecin soigne des patients venus de toute l'Europe. Ça va bien. Beaucoup se disent victimes des amalgames, des dentistes comme des patients. À la queue leu-leu, on leur injecte des produits qui permettraient d'éliminer cet excès de mercure pour ceux qui ne le réguleraient pas naturellement. Si vous fumez 2 paquets par jour, c'est pas nécessairement que vous avez un cancer des poumons. Là aussi, c'est le même principe. Il y a des gens qui peuvent supporter un peu plus que d'autres. Il y a des gens qui sont très sensibles. Et là, vous avez des problèmes. À commencer par des problèmes neurotoxiques, selon cette étude canadienne. Sur ces images, l'activité normale des neurones du cerveau. À l'approche d'une source de mercure, il y a dégénérescence importante des mêmes neurones. Une autre étude canadienne démontre qu'en injectant des amalgames sur des brebis, on retrouve très vite du mercure dans l'hypophyse, le foie, les reins et le fœtus. Depuis 2 ans, ce médecin est entré en guerre contre une substance chimique qui envahit notre quotidien. Le docteur Pierre Souvé est président de Santé Environnement de France, un réseau de 2500 médecins français. Ces médecins militants alertent les citoyens sur les substances qui nous empoisonnent. L'une d'entre elles les inquiète de plus en plus, c'est l'aluminium. L'aluminium, il n'y en a pas dans l'organisme. C'est quelque chose qu'on apporte et qui est toxique, qui est très toxique, et puis 200 perturbations biologiques de l'aluminium. Et c'est incroyable, on en trouve quasiment partout. Donc alerter les populations sur la toxicité de l'aluminium, ça me paraît important. C'est un produit inutile. Et là où on peut l'empêcher, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas.
Pour nous faire découvrir à quel point l'aluminium envahit tous les domaines de notre vie quotidienne, le docteur Souvé nous emmène dans ce pavillon de Saint-Victoret, dans les Bouches-du-Rhône. C'est ici que vivent Audrey, Jérôme et leur petit Raphaël. Ce jeune couple est soucieux de vivre sainement. Ça va? Pour apprendre à déceler la présence d'aluminium, ils ont accepté de se soumettre à l'expertise du docteur Souvé. Allez-y, rentrez. Merci Audrey. On est meilleur à l'intérieur. Bon, là on est dans la cuisine, on va commencer par la cuisine. Hein? Bon, Jérôme, vous êtes au courant un petit peu de ce qui se passe avec l'aluminium? Vous savez qu'on peut en trouver là. Qu'est-ce que je vois là? Une tarte avec un papier alu. Alors normalement, là, ça ne risque rien. Par contre, quand on met le papier au contact d'aliments acides, les fameuses les papillotes, les comités du citron, à ce moment-là, les aliments acides de la forte chaleur peuvent faire transvaser du produit qui contient l'aluminium vers l'aliment. Bon, Audrey, je peux regarder dans votre placard? Bien sûr. Allez. Alors, du pain de mie. Donc, tous les produits industriels, pain, viennoiserie, souvent contiennent donc de l'aluminium qui sert de levant, permet au pain de mieux lever. Tiens, du pain industriel. Pareil. Vous avez des biscuits un petit peu? Oui, tiens. Un joli 4/4. Très très bien, ben dites-moi. Hein. Voilà. Ah, il y en a vraiment, c'est caché partout. Hein. Donc en fait, plus on achète industriel et moins... De toute façon. Donc en fait, dans votre armoire, il y a beaucoup de choses qui contiennent de l'aluminium. D'accord, et on ne savait pas. Et on ne le sait pas forcément, en effet. Voilà, je vous laisse ranger après. Merci. Parce que je n'arriverai pas à ranger correctement. Voilà, parce que c'est pas fini. D'accord. Le cauchemar continue. Non, j'exagère. Direction la salle de bain, où l'aluminium se cache aussi dans les produits les plus courants. Bon, Audrey, c'est votre petit monde, alors ça. C'est ça. Hein, c'est votre petit Notre monde. petite salle de bain. On va regarder où est-ce qu'il peut y avoir de l'aluminium. Ah ben tiens, dans les dentifrices, il y a certains dentifrices qui en contiennent. Ah. Un élément intéressant. Ça, qu'est-ce que c'est? Coloration pour les cheveux. Bien sûr, dans les après-shampoings et dans les teintures capillaires, certains peuvent aussi contenir de l'aluminium. Donc là, on se retrouve avec des problèmes d'absorption cutanée très importants. Dans la trousse, permettez? Oui. Alors, ça c'est le... Comment on appelle ça? Fard à paupières. Le fard à paupières. Là aussi, il peut y avoir de l'aluminium. Le vernis à ongles, il peut là aussi y avoir de l'aluminium. Alors les crèmes, certaines aussi en contiennent. Hein, puisque c'est en fait un anti-agglomérant, donc ça permet d'éviter que... Ça permet une certaine fluidité de la crème. Ah, d'accord. Donc dans certaines crèmes, notamment après soleil. Et d'ailleurs là, qu'est-ce que je repère? Du lait... Tiens, voilà. Alors, soins solaires pour enfants. C'est pour Raphaël. Pour enfants. Et qu'est-ce que je lis? Après, Aqua, vous savez qu'Aqua CO, c'est toujours en premier. Alumina. Donc, il y a de l'aluminium pour votre crème pour enfants. Dire qu'on en a mis tout l'été à notre petit Raphaël. Eh oui, donc je crois qu'il faut bien regarder les étiquettes, ça peut être... Depuis quelques années, des scientifiques s'inquiètent. L'aluminium est neurotoxique. Il multiplierait par 2 les risques d'Alzheimer. Et nous en consommons de trop grandes quantités. À Saint-Victoret, Audrey et Jérôme vont découvrir avec inquiétude que cette intoxication commence dès les premiers jours de notre vie. Et voilà, c'est prêt. Depuis l'âge de 2 mois, Raphaël est nourri au lait infantile. Est-ce que vous savez qu'il y a de l'aluminium dans le lait? Ah bon? Eh oui. Vous allez me chercher la boîte, on regarde s'il y en a. Ce bébé d'1 an et demi en a bu jusqu'à 1 litre par jour. Mais sa maman ne le savait pas, car ce n'est jamais marqué sur les boîtes. Parce qu'il y a de l'aluminium, mais très probablement, mais on ne sait pas combien. Il y a une étude qui a été menée par le professeur Exley en Grande-Bretagne, qui a étudié 15 marques de lait. Et dans ces 15 laits maternisés, même les laits bio qu'il a étudiés, il y avait de l'aluminium dans une certaine proportion. Non négligeable, ça n'a rien à faire dans un lait maternisé. Les quantités d'aluminium que les bébés absorbent sont-elles dangereuses pour leur santé? Pour le savoir, nous nous sommes rendus en Angleterre. C'est dans cette université de Cornwall que Chris Exley étudie la toxicité de l'aluminium. En 20 ans de recherche, il en a trouvé des quantités importantes dans nos produits de consommation courante. Ok. On va mesurer un de ces produits. Voyez, l'emballage est en aluminium. La boîte est en aluminium.
Sa dernière découverte, c'est le lait infantile, un aliment soi-disant très contrôlé par les autorités sanitaires. Pendant un an, il a analysé les 8 poudres de lait les plus vendues en Grande-Bretagne. Pour mesurer l'aluminium, Chris Exley a utilisé cette machine ultra précise. Nous sommes en capacité de mesurer l'aluminium à des taux vraiment très très bas. À sa grande surprise, Chris Exley a trouvé des taux très élevés d'aluminium dans les poudres de lait, de 0,4 à 0,63 mg d'aluminium par litre, entre 2 et 3 fois plus que la limite dans l'eau du robinet. 0,63 mg par litre, 0,5 et les autres sont aux alentours de 0,4. Rappelez-vous, le taux autorisé dans l'eau du robinet, c'est 0,2 mg par litre. Pour moi, l'aluminium dans les préparations infantiles est un scandale. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. La seule raison pour laquelle nous avons ce taux d'aluminium, c'est le coût. Ça coûterait trop cher de l'enlever du processus. Pour Chris Exley, ingurgiter de telles quantités d'aluminium dès les premiers mois de notre vie représente un réel danger. Chez les enfants jusqu'à 6 mois, la barrière encéphalopathique n'est pas formée. Ils sont plus enclins à accumuler de l'aluminium dans leur cerveau. Ils sont très vulnérables, plus qu'à n'importe quel âge. On sait, d'après nos études, qu'on accumule tous de l'aluminium dans notre cerveau avec le temps. Donc, c'est un problème. Si vous chargez en aluminium le cerveau d'un bébé dans les premiers mois de sa vie, l'aluminium peut alors entraîner des dommages pour le reste de votre vie. Les marques anglaises analysées par Chris Exley appartiennent à des groupes internationaux comme Danone, Nestlé ou HIP. Des fabricants leaders aussi sur le marché français que nous avons cherché à interviewer. Alors là, vous allez vous réjouir, vous allez en trouver. Au rayon cosmétique, le groupe de consommateurs d'Eliane va prendre une vraie leçon de prévention. Le rayon des produits de maquillage, vous regardez attentivement, vous trouvez dans un sur deux. Mais avec la loupe, là. Alors là, c'est illisible. Hein. Il y en a dans le vernis, les rouges à l'ombre, le fard à paupières, le fond de teint. Alors selon les marques, pas partout, pas dans tous les produits, mais dans beaucoup. Dans beaucoup de produits. Ici, l'aluminium est un produit miracle. Il facilite la pénétration des crèmes, durcit le vernis des ongles ou blanchit les dents. Et dans les déodorants, il permet de bloquer la transpiration. Les antitranspirants peuvent contenir jusqu'à 20% de sel d'aluminium. Il y a de plus en plus de marques de déodorants qui laissent le choix aux consommateurs, parce qu'ils savent, qui laissent le choix entre une formulation avec alu, ce qu'on vient de voir, et une formulation sans alu. J'ai trouvé 3 marques nouvelles. Au début, il n'y avait que Shaya. Maintenant, j'en ai trouvé 3 marques. Regardez, sans aluminium. Ces produits sans sel d'aluminium masquent l'odeur, mais ne bloquent plus la transpiration. Et leur slogan est un argument de vente. Mais attention aux arnaques marketing. Oh là là, le piège. Le piège. Elles sont tombées en plein dans le piège. Voilà, sans chlorhydrate d'aluminium, la nouvelle pub. Et je lis à la pierre d'Alun. Vous savez ce que c'est que la pierre d'Alun? Oui, c'est de l'aluminium. C'est de l'aluminium. Oui, mais c'est naturel. Mais c'est pas. Les anamides phalloïdes sont des produits, c'est des naturels, hein, c'est toxique. Qui dit naturel, méfiez-vous de l'argument naturel. C'est limite là, moi, c'est mensonge. Pour moi, c'est mensonge. Donc, vous voyez la nécessité que les consommateurs soient hyper vigilants. C'est ça. L'aluminium des antitranspirants serait beaucoup plus dangereux que celui que nous mangeons. C'est ce qu'a découvert une équipe de chercheurs à Poitiers. Dans cet hôpital universitaire, le docteur Guillard et le professeur Pinault travaillent depuis 8 ans sur le passage de l'aluminium à travers la peau. Donc là, nous pouvons rentrer. Nous arrivons dans une salle pressurisée où l'air est filtré. Donc là, vous n'avez aucune contamination de l'air ambiant, aucune contamination. Donc vous avez un air exempt d'aluminium. C'est dans ce laboratoire qu'ils ont fait leur première découverte inquiétante en analysant ces échantillons de sang et d'urine de malades.
c'est ici qu'en 2004, vous avez découvert un cas exceptionnel. Un cas exceptionnel où tout a basculé sur le passage transcutané de l'aluminium. Tout a basculé en 2004. Tout a été remis en question. Cette année-là, une patiente lui décrit des symptômes de fatigue et de douleurs intenses. Mais aucun médecin n'arrive à comprendre. À ce moment-là, nous avons dosé ici, dans cette salle blanche, l'aluminium. Et lorsqu'on m'a dit le taux, Annie Marot est venue me voir, la technicienne, et m'a dit, regarde, elle a 105 microgrammes litres. Ce sont des taux énormes. Par rapport aux témoins, par exemple, c'est 2 ou 3 microgrammes litres. Donc, on s'est un petit peu affolé quand même. Pendant 1 an, l'équipe d'Olivier Guillard mène l'enquête. Elle finit par trouver la cause de cette intoxication à l'aluminium chez leur patiente. Donc ici, de janvier 99 à janvier 2003, ça veut dire que pendant 4 ans, elle s'est mis cette crème d'antitranspirant à base d'aluminium. Et croyez-moi, d'après ce qu'elle me disait, elle en mettait matin et soir sur une peau rasée. À ce moment-là, voyant le taux d'aluminium dans le sang, je lui ai dit d'arrêter, ici on va bien antiperspirant stop, d'arrêter les antiperspirants. Et à ce moment-là, le taux, c'est très significatif, est revenu seulement au bout de 8 mois, le taux normal d'aluminium. Pour les deux scientifiques, c'est une révélation. L'aluminium contenu dans les antitranspirants passerait la barrière de la peau et intoxiquerait ses utilisateurs. Pendant 1 an, ils vont tester une dizaine d'antitranspirants sur des échantillons de peau humaine déposés à la surface de cette petite fiole. On va déposer à la surface de la peau le produit que l'on veut tester. L'aluminium contenu dans l'antitranspirant passe à travers la peau et se déverse dans ce liquide jaune. Selon la peau des personnes, ce liquide va contenir plus ou moins d'aluminium. L'aluminium contenu dans les antitranspirants appliqué sur peau saine est retenu en très faible quantité au niveau de la couche cornée. Par contre, sur peau lésée, ce qui est fréquent sur la personne qui va se raser régulièrement, la quantité qui pénètre est multipliée par 6, ce qui devient important et peut entraîner des pathologies telles que le cas clinique que nous avons observé sur Poitiers. Les chercheurs de Poitiers ne sont pas les seuls à s'inquiéter des effets toxiques des antitranspirants. En Angleterre, Philippe Adarbre mène depuis 2003 des recherches sur les cosmétiques et le cancer du sein. Ses conclusions sont terribles. Nous suggérons que les cosmétiques peuvent être une cause de cancer du sein à cause des substances chimiques qu'ils contiennent et qui sont appliquées directement dans la zone adjacente au sein. Le cancer du sein survient fréquemment dans le cadran supérieur externe du sein, cette zone où sont appliqués les cosmétiques. Après la publication de ces recherches, les industriels des cosmétiques ont réagi et ont créé de nouveaux produits pour donner le choix aux consommateurs. C'est vrai que depuis ce cas clinique, où tout a été déclenché, tout a basculé, les industriels ont commencé à avoir peur, ont douté, et c'est vrai que certains ne mettent plus de sel d'aluminium. Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres où il y a toujours des traces d'aluminium. Ça vous choque, vous, ça? Ce qui n'est pas utile ou qui peut créer des problèmes, il faut le retirer. Donc dans le cas présent, l'aluminium, il est souhaitable, largement, qu'il soit remplacé par des éléments moins nocifs ou pas nocifs du tout. Aujourd'hui, 3/4 des antitranspirants contiennent toujours des sels d'aluminium. Nous avons voulu comprendre pourquoi, mais les leaders du secteur, comme Unilever, L'Oréal ou Sanex, n'ont pas donné suite à nos demandes d'interview. Désormais, les consommateurs peuvent éviter l'aluminium dans leur déodorant, mais ils n'ont toujours pas accès à des vaccins sans danger. Ces vaccins existaient pourtant, les laboratoires Pasteur les avaient inventés. Mais curieusement, ils ont été supprimés. 1952, c'est l'année de la première vaccination contre la poliomyélite, une maladie qui fait des ravages dans la population française. À la fin des années 50, pour la polio, comme pour la diphtérie ou le tétanos, les médecins ont le choix entre les vaccins à l'aluminium et les vaccins IPAD. Dans les IPAD, l'aluminium est remplacé par le phosphate de calcium,
un composant inoffensif pour le corps humain. C'est un ancien scientifique de Pasteur, le professeur Edgar Eliveld, qui a inventé ce vaccin au phosphate de calcium. C'est un constituant naturel du corps humain. Donc tout le monde l'a dans les os, sous une forme ou autre. Donc c'est pas toxique, c'est bien supporté et c'est donc de qualité supérieure que, pour moi, de l'aluminium. À partir des années 70, l'Institut Pasteur décide de produire à grande échelle les vaccins IPAD sans aluminium. Mais en 1984, un événement va bouleverser l'organisation de Pasteur. Le célèbre institut fusionne avec un géant de la fabrication de vaccins, l'Institut Mérieux. Pasteur, Mérieux, désormais même combat. Les deux instituts de recherche ont décidé d'unir leurs efforts. Ils ont signé hier un accord de collaboration. Pasteur Mérieux devient, après le groupe américain Merck, le deuxième producteur mondial de vaccins. La nouvelle direction stoppe la production des vaccins inoffensifs au phosphate de calcium